Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors vous le savez désormais, en un clic ou un like sur les réseaux sociaux, nous sommes tous exposés à l'utilisation de nos données sans réellement le savoir. Données qui ont probablement d'ailleurs fait l'objet de reventes par de grandes entreprises. Alors sommes-nous en danger face à cette exploitation de nos données? Faut-il désormais ne plus se confier à ChatGPT? Et enfin, les systèmes de régulation sont-ils dépassés par la fulgurance de l'intelligence artificielle? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous, spécial protection de nos données personnelles. C'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour essayer de mieux comprendre ce sujet de la protection de nos données personnelles, j'ai le plaisir d'accueillir le député membre du groupe Modem, secrétaire de la commission des lois, Philippe Latombe. Philippe, bonjour. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, malgré une activité que l'on imagine très très chargée. Alors on va commencer par clarifier les choses. Dès lors que nos données passent sur les plateformes, c'est-à-dire qu'on fait un like, une réaction, un émoticône sur les réseaux, on sait tout de nous. On ne peut plus rien cacher. Oui, par définition, les plateformes ont besoin d'avoir ces informations parce qu'elles ont besoin de pouvoir vous pousser de la publicité, de pouvoir vous pousser du contenu qui vous intéresse pour que vous ayez envie de regarder encore plus longtemps la plateforme et du coup voir encore plus de publicité. Donc forcément, c'est un aspirateur à données. Aspirateur à données qui prend tout du délai que vous mettez pour cliquer sur une page pour savoir si ça vous intéresse vraiment beaucoup ou un tout petit peu moins que d'habitude. Ça prend vos données telles que la localisation, ça peut prendre des données telles que votre nom, votre prénom, votre date de naissance, parce que ça vous souhaite votre anniversaire. Et puis il y a des adresses IP, puis il y a un certain nombre de choses qui peuvent permettre, en les agrégeant, d'avoir une vue assez synthétique et assez juste de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire. Donc par rapport à des émotions que je traduirais en émoticônes ou autres, on peut savoir un petit peu quelles sont mes orientations politiques, voire sexuelles, voire sociales, etc. C'est ce que vous voulez dire? Ah oui, c'est fait pour ça. Quand vous appuyez sur le bouton j'aime, ou quand vous dites je déteste, ou quand vous dites c'est intéressant sur les réseaux même professionnels, c'est fait justement pour clarifier la position que vous avez vis-à-vis de l'information qu'on vous a poussée. Savoir si on va vous en pousser plus ou moins, d'autres, ou celle-là encore. Et l'idée des réseaux, c'est essayer de vous mettre dans une sorte de chambre d'écho, là où on va vous envoyer toutes les informations dont vous avez envie, celles qui vous intéressent, et de vous envoyer tout ce que vous ne voulez pas plus loin pour que vous ne les voyez pas. Et donc, c'est forcément avec des connaissances sur vous. Alors, on parle également de l'avènement de l'intelligence artificielle qui devient bien implantée maintenant dans le quotidien de beaucoup de gens, et je pense notamment à ChatGPT ou d'autres, où on pose des questions qui sont aussi bien des questions professionnelles, aide-moi à faire la stratégie de mon entreprise, ou même des choses, et je me suis amusée personnellement l'autre jour à lui poser une question personnelle, aide-moi et que répondre dans ce contexte familial, et il m'a donné des informations très intéressantes et structurées. Donc là aussi, est-ce que le back-office derrière ces plateformes vont stocker de la donnée jusqu'à définir quel est mon profil? Alors, si les plateformes aiment la donnée, ChatGPT et l'intelligence artificielle générative, notamment, c'est encore pire que ça. Ils adorent la donnée. Ils sont gloutons de données. Ils ont besoin d'absolument toutes les données possibles pour pouvoir entraîner les modèles et pouvoir fonctionner et continuer à apprendre à vous donner les bonnes informations et les bonnes réponses. Donc, dès que vous pouvez leur donner une information, ils vont la prendre et ils vont s'en servir. Et ils vont la garder. Ils vont la garder dans l'algorithme, sous forme de traces, mais ils peuvent aussi la garder sous forme claire pour pouvoir vous resservir à nouveau de cette donnée si vous en avez besoin, parce que vous le sollicitez sur un autre sujet connexe dans 2 jours. Mais alors Philippe, partout on nous prône en fait une réglementation européenne de protection des données, on vous fait signer un consentement pour dire j'accepte, et vous ne lisez jamais d'ailleurs ce consentement avant de vous engager, donc ça veut dire qu'en fait tous ces discours ont une forme d'hypocrisie derrière des géants américains? Non, c'est pas forcément une question d'hypocrisie. Le RGPD est assez ancien maintenant. Mais donc le règlement des données européen, le règlement ouais. sur la protection des données est assez ancien. Il n'avait pas du tout intégré l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on voit bien que ce règlement de protection des données se frotte à une nouvelle technologie qui n'était pas prévue à sa conception et qui fait que le RGPD est devenu caduc. En partie, pas surtout, mais en partie avec l'intelligence artificielle. Il faudra certainement qu'il y ait une version 2 du RGPD qui intègre ces nouvelles technologies. Il faut rappeler que nous n'avons pas du tout la même conception de la protection des données en Europe et aux États-Unis. Les grands modèles américains absorbent des données parce qu'ils considèrent que c'est celui qui collecte la donnée qu'en est propriétaire. Les premières intelligences artificielles génératives ont fonctionné en mode anglo-saxon, c'est-à-dire en absorbant toutes les données possibles et imaginables, sans poser la question. Et en fait, ils ont rajouté simplement le bouton consent, j'accepte sur leur modèle pour les pays européens.
Alors, vous parlez justement de ces géants américains. On parle beaucoup de souveraineté, on essaye de la défendre en France, et pourtant la France continue d'utiliser des services comme Microsoft ou Amazon pour héberger parfois des données super sensibles, que ce soit nos données de santé ou peut-être des données un peu secret défense. Donc, on n'est pas conscient de ce qui se passe, on ne veut pas le voir. C'est quoi le problème ? Il y a plusieurs paramètres. Il y a le fait que, il y a une forme de conscience, mais il y a une forme de facilité. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces solutions sont tellement faciles à déployer et apparemment pas très chères que l'administration a très envie de les utiliser. Et c'est notamment le cas pour le Health Data Hub, la plateforme des données de santé, qui a utilisé du Microsoft Azure, parce que c'est simple à paramétrer, c'est simple à programmer, on appuie sur le bouton, et puis derrière, il y a plein d'applications, il y a plein de choses qui peuvent simplifier la vie. Et quand on est une administration et qu'on n'a pas forcément des compétences nombreuses en son sein, ne serait-ce que parce qu'on les paye mal, on a besoin de facilité. Et puis, il y a quand même un syndrome américain qui est toujours le même, qui date des années 80, c'est le syndrome IBM, parce que c'est américain. Si je fais le choix d'un truc américain, on me le reprochera jamais. Ça marchera, c'est solide, et si ça se plante, c'est pas grave. Sauf qu'on oublie un certain nombre de choses, c'est que du coup, on n'est plus du tout souverain, on n'est plus autonome. On l'a vu avec la mise à jour de Microsoft cet été. On l'a vu avec VMware qui a multiplié ses tarifs par 7. Enfin, il y a un certain nombre d'exemples très récents qui nous montrent que ce chemin devrait changer. Il change pas assez vite, donc c'est aussi pour ça qu'avec un certain nombre de personnes, on avait attaqué la plateforme des données de santé et son hébergement sur Microsoft, qui est au Conseil d'État, et que voilà, c'est pour ça que j'ai attaqué aussi le Data Privacy Framework, le transfert des données personnelles entre les États-Unis et l'Europe, enfin plus exactement entre l'Europe et les États-Unis, parce que c'est plutôt eux qui les mangent, les données, et qui est toujours en cours auprès du tribunal de l'Union. On essaie de faire ce qu'on peut, mais c'est vrai que de temps en temps, David a un peu de mal face à Goliath, mais il va y arriver. Mais alors justement, sur ce Health Data Hub, une des conséquences pour aller plus loin et pousser le modèle, ça veut dire que nos données de santé personnelle vont sur des serveurs américains. Imaginons que demain, on a des assurances américaines qui viennent s'implanter en Europe. Ça veut dire qu'on va connaître tout mon historique et peut-être mon futur probable, et je serai moins bien assuré si je souscris une police d'assurance. C'est un peu ça la conséquence extrême ? Théoriquement, non. Mais en pratique, certainement. Théoriquement, non, parce que ça serait plutôt les agences de renseignement américaines qui pourraient avoir accès à ces données sans que vous le sachiez. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a une porosité assez forte entre les agences de renseignement américaines et l'industrie américaine. Et donc, on a toujours eu cette porosité. Oui, effectivement, on peut le craindre dans un futur proche. Peut-être pas demain. Maintenant, le temps s'accélère. Donc, je suis incapable de vous dire si c'est un demain dans 2 ans ou un demain dans 10 ans. Mais oui, c'est vraiment le risque. Alors, on revient aujourd'hui, dans ce cas-là, Philippe, pour parler du cloud. C'est-à-dire ces serveurs qui permettent d'héberger des grandes quantités de données. Et on voit justement que des entreprises comme Lidl ou Thales montent leur propre cloud souverain pour maintenir leurs données. Est-ce que c'est la même chose que fait Lidl, l'entreprise de distribution, et Thales, une entreprise secret défense, où les objectifs sont différents et les moyens sont différents ? C'est pas simplement que de l'hébergement dans le cloud, c'est aussi de la puissance de calcul, ce sont des logiciels, des API, des choses comme ça qui vont dessus et qui permettent de traiter la donnée aussi de façon virtuelle, c'est pas que du stockage. Maintenant, ce qui nous intéresse là, c'est le stockage. Thales a fait le choix de s'associer avec Google dans une forme hybride dans laquelle Google va faire de la location de son algorithme, mais par contre les serveurs seront des serveurs qui seront appartenant à Thales. D'accord. Et donc là, on dit que c'est souverain parce que Google n'est là qu'en licence sur la partie logicielle et les propriétaires des serveurs, c'est Thales. J'ai une petite question quand même pour Thales, mais j'arrive pas à avoir la réponse de leur part ni de l'ANSSI. C'est que comme ils achètent des serveurs dans des data centers de chez Google, est-ce qu'avec la nouvelle mouture du FISA, ça correspond encore à la définition de la souveraineté telle que Secnum Cloud le faisait ? Chez Lidl, c'est totalement différent. Lidl est en train de commercialiser pour des entreprises un produit qu'ils ont construit pour eux. En fait, c'est du Amazon Lidl. C'est qu'ils avaient besoin d'un outil de cloud privé pour faire de la logistique pour leurs entrepôts et pour leurs magasins. D'accord. Ça marchait tellement bien qu'ils se sont dit, et ils avaient besoin de puissance de calcul et de faire des investissements, ils se sont dit, on va rentabiliser notre investissement, on va le faire pour nous, on va le proposer à d'autres aussi. D'accord. C'est exactement ce qu'Amazon avait fait avec Donc ils deviennent AWS. Une société éditrice de logiciels quelque part. Ils vont proposer du cloud parce qu'ils savent faire et que ça marche bien, et qu'en plus, pour l'avoir vu d'un peu près, c'est vrai que c'est ergonomique. Ça a été pensé pour les personnes qui, chez Lidl, ont besoin de faire de la logistique, de faire de la commande d'approvisionnement, de faire des calculs, de faire de la compta. Donc c'est assez bien fait. Une bonne manière de se diversifier, en fait. Oui, puis je suis content que ce soit des Allemands qui le fassent, parce que ça montre bien que quand on part des entreprises et qu'on fait émerger une solution, ça peut servir à tout le monde. Et que les Allemands aujourd'hui
se disent via Lidl, peut-être que le souverain c'est bien parce que ça peut permettre peut-être de rééquilibrer les discussions qu'on a sur EUCS. À suivre, à suivre. On en vient aux startups parce que vous êtes quand même au cœur un petit peu de ce réacteur. Philippe, les Français sont quand même devenus assez méfiants vis-à-vis de la technologie et puis avec ce rêve américain qui a été introduit il y a 7 ans par Emmanuel Macron avec la Startup Nation. Et aujourd'hui, il y a un peu de défiance parce que toutes ces startups dans lesquelles on a investi n'ont pas généré l'impact. Où on en est aujourd'hui de cette remise en question de la Startup Nation ? On est dans une phase très difficile pour les startups parce que l'argent qui arrivait des fonds, et notamment des fonds anglo-saxons, c'est quand même tari. Et donc, il y a quand même des levées de fonds qui ne se font plus et c'est très difficile. On ne fait plus de levée de fonds aujourd'hui sur des projets, mais on le fait sur des choses qui sont déjà construites et qui ont déjà une rentabilité. Et s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de fonds. Et donc, le passage d'une start-up à une entreprise viable et qui peut ensuite grossir est beaucoup plus difficile. Et puis, on avait beaucoup misé sur des startups qui étaient business to consumer, donc de l'entreprise vers le client, genre Doctolib, genre ce genre de choses. Et on se rend compte que il n'y avait pas de technologie de rupture derrière, il n'y avait pas tout ce qui fait l'écosystème, notamment des Israéliens ou des Américains, c'est-à-dire une technologie de rupture qui fait qu'on change l'échelle assez vite. Et ces entreprises ont eu pour certaines d'entre elles, ont du plomb dans l'aile et donc ça se passe pas très bien. Et c'est valable pour les entreprises de technologie numérique, mais c'est aussi valable pour des entreprises de technologie alimentaire. On pense à Insect qui a des difficultés. On peut penser à plein d'autres entreprises qui aujourd'hui ne vont pas bien. Et donc la French Tech se cherche un nouveau patron qui va devoir essayer de les aider à trouver des fonds, mais aussi à se remettre dans la logique de je ne pourrai avoir des fonds que si j'ai une rentabilité et donc si j'ai un produit qui est déjà au point. On ne lèvera plus de fonds sur des PowerPoint comme on le faisait avant avec des diplômes. Philippe, je le rappelle, vous avez été membre de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Est-ce que pour vous, elle a justement encore un pouvoir de sanction à un moment où toutes ces données circulent à tort et à tue et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, avec l'avènement de l'intelligence artificielle ? Elle a un pouvoir de sanction, il est certainement assez limité et à l'aune de l'intelligence artificielle, notamment générative, ça va être compliqué. C'est pour ça que je plaide pour un RGPD 2 dans lequel on intègre effectivement des sanctions et qu'on puisse confier à la CNIL la possibilité de faire ces sanctions, notamment sur des entreprises qui utilisent de l'IA générative à mauvais escient. Faut pas oublier que la CNIL française est très ancienne. Elle est beaucoup plus ancienne que ses homologues d'autres pays européens. Et elle a une tradition de contrôle de l'État très forte. Donc quand on dit que la CNIL ne sanctionne pas assez, c'est aussi parce qu'une grosse partie de son temps, 3/4 de son temps, est passée à contrôler les décrets et les projets de loi que le gouvernement veut promulguer. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'équivalent temps plein, et du coup, il n'y en a peut-être pas assez pour la partie sanction. Et puis, quand elle prononce une sanction, c'est une sanction qui va directement dans les caisses de l'État. Ça ne l'aide pas à financer son propre développement. Maintenant, on a un vrai sujet, c'est la cybersécurité, qui a pris une part importante dans la discussion et dans la fuite des données. On le voit avec les différents exemples qu'on a depuis quelques jours, quelques semaines. Des grandes enseignes se font attaquer et les données personnelles partent. Et donc, il faut qu'on arrive à corréler les deux et à pouvoir prendre des sanctions en même temps. Et c'était l'objectif de Nice 2, qui était une directive européenne qu'on devait transposer pour le 17 octobre. On est le premier. Il s'est rien passé, il se passera rien le 17 octobre. Et donc, on a un vrai problème là parce que ça aurait dû être le bon moyen de pouvoir remettre la CNIL sur la partie cybersécurité en sanction. Et puis sur l'IA, il faut qu'on ait un RGPD 2 qui intègre l'IA. Philippe, justement, le temps passe, mais on a maintenant un nouveau secrétaire d'État au numérique, en la personne de Clara Chapaz. Les choses vont peut-être évoluer et les dossiers qui étaient restés en suspens vont peut-être prendre une tournure concrète. J'ai beaucoup de doutes. C'est pas contre la personne de Clara Chapaz qui est très bien. C'est pas le sujet. Moi, la question, c'est son périmètre. Ce sont les moyens qu'on va lui confier. Moi, j'ai de grosses questions. Donc, j'ai posé une question écrite qui sera publiée dans les jours qui viennent. Vous l'avez en avant-première pour dire que j'aimerais savoir quel est son périmètre exact. Est-ce qu'elle va s'occuper justement de la cybersécurité, de la transposition de Nice 2, sur la partie cyberharcèlement et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est pas elle? On sait bien que la partie télécom, là par contre, ça a été rattaché à la partie industrie. Or, sans les télécoms, sans les infrastructures numériques, le numérique, ça marche moins bien. Donc, on a quand même des questions d'architecture du gouvernement sur ce plan-là. Et puis, dans l'intitulé même, c'est IA et numérique.
moi, j'avais cru comprendre que l'IA était intrinsèquement du numérique, mais j'apprends par la définition de son poste que finalement, non, il y a l'IA d'un côté et le numérique de l'autre. Bon. Ça pose question, on va voir. En même temps, Clara a été patronne de la French Tech, justement, cet écosystème de start-up. Elle va continuer son rôle auprès des entrepreneurs pour les accompagner et pour les aider ? Oui, je pense que... Une partie, je pense, de sa nomination à ce poste, c'est très certainement que le gouvernement, et Bercy en l'occurrence, commence à regarder avec des yeux gourmands le crédit impôt recherche, qui a quand même beaucoup financé les startups, et que ça pourrait être un moyen d'apaiser l'écosystème que de dire, ben voilà, c'est Clara qui va s'occuper de vous, et son intervention fera qu'on coupera un peu moins dans le crédit impôt recherche qu'on l'aurait voulu, et voilà, ça va permettre d'habiller un peu le truc. Mais quand on est à entre 8 et 10 milliards de crédit impôt recherche et qu'on cherche des sommes monstrueuses, et qu'en plus une partie de l'opposition de gauche pointe le doigt sur le crédit impôt recherche, je vois pas comment le gouvernement pourrait ne pas... un peu comme Gros Minet, voir la souris et se dire je vais en prendre au moins la moitié, quoi. Pour conclure, Philippe, si vous aviez 3 mesures fortes pour ce nouveau secrétariat dans les mois à venir, on va dire. Alors le premier, c'est que pour montrer à l'écosystème et à tout le monde qu'on parle de souveraineté, je demanderai à la plateforme des données de santé d'arrêter Azure immédiatement et de se lancer dans un appel d'offres pour du souverain complet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça serait effectivement d'engager une réforme du financement des entreprises innovantes et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut planifier du financement sur des choses très importantes pour l'avenir, des technologies de rupture dans le numérique et dans les semi-conducteurs et dans tout ce qui est réseau. Et le troisième point, c'est de faire en sorte que le numérique soit une raison d'être au sein de l'État et pas simplement un secrétaire d'État, mais que ça drive vraiment l'intégralité de la politique publique de l'État. Pour sa réforme à lui, parce que je pense qu'on va aller chercher des milliards en économie, on peut peut-être en faire à cet endroit-là, mais aussi dans l'utilisation du numérique par l'ensemble des agents. Merci beaucoup Philippe Latombe. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Modem et secrétaire de la commission des lois. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de vous expliquer le parcours inédit que font nos simples likes sur Internet. Le numérique pour tous spécial protection des données, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale protection des données, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Eppelboin. Fabrice, bonjour, vous êtes un grand habitué de notre plateau, vous êtes expert reconnu en cybersécurité, en transformation numérique et enseignant à Sciences Po et accessoirement serial entrepreneur. Alors vous êtes également connu pour votre engagement sur les questions de liberté d'expression en ligne, de protection des données personnelles et pour vos analyses critiques de l'impact des technologies numériques sur nos sociétés. Alors on le disait avec le député Philippe Latombe, les utilisateurs européens cliquent aveuglément sur accepter des conditions générales dès lors que vous allez sur une nouvelle application, que ce soit sur iOS ou sur Android. On ne lit pas ces conditions, on accepte parce qu'on a envie d'avoir rapidement le service. Est-ce que vous pensez que les citoyens sont éduqués sur les dangers justement liés à la cession de leurs données ? Non, malheureusement, on s'est tous fait à l'idée qu'il fallait cliquer sur « J'accepte » pour accéder à un site, au point où c'est devenu une espèce de réflexe, une nuisance, ce qui fait que cette loi apparaît de plus en plus pour le grand public comme une véritable petite nuisance du quotidien. À chaque fois qu'on va sur un site, on a le droit à un rappel qu'il y a eu une loi, mais on n'en voit jamais les effets. Et c'est vrai que les effets tardent à se faire sentir. On ne voit pas de grosses sanctions, alors qu'on a régulièrement, y compris dans la presse généraliste, des affaires de fuite de données incroyables, de sociétés qui ont mal protégé les données personnelles. Et c'est typiquement le genre de cas de figure où ce règlement européen devrait donner lieu à des sanctions. Or, en France, force est de constater qu'elles ne sont pas là. Et pour ceux d'entre nous qui lisons la presse étrangère, typiquement en Espagne, les sanctions sont très lourdes et quasi systématiques. Dès qu'une entreprise espagnole fait une bêtise avec les données personnelles des Espagnols, elle est très sévèrement sanctionnée. En France, ça n'est absolument pas le cas. Alors Fabrice, on parle bien évidemment de cette exploitation de données par des firmes multinationales, mais selon vous, le véritable danger ne vient-il pas plutôt des gouvernements eux-mêmes qui devraient être un petit peu plus fermes sur cette collecte de données au lieu de laisser faire justement des privés et laisser ces données circuler ? Alors, ce règlement ne concerne pas les activités des États qui se baffrent également en termes de données personnelles. Et puis, il faut quand même regarder les choses en face. Et on le sait depuis Edward Snowden en 2013, il y a une énorme porosité entre les services d'État et les grandes multinationales. Alors, c'est évident aux États-Unis, mais il faudrait être très naïf pour s'imaginer qu'il en est autrement ailleurs. Il y a une chose très intéressante qu'a souligné Philippe Latombe. Quand vous voyez de la publicité online,
vous voyez vos données personnelles qui sont digérées par un algorithme de façon à essayer de vous vendre quelque chose parce qu'elle a commencé à comprendre qui vous êtes. Donc, ce que vous voyez en ligne est pas forcément très efficace en termes de publicité parce que vous avez des centaines de régies publicitaires qui se battent avec vos données personnelles, qui essayent de les agglomérer pour comprendre qui vous êtes et vous vendre finalement un éventail de choses assez limité. Mais l'État ou les très grandes régies pub telles que Google connaissent absolument tout de vous et peuvent non seulement savoir que vous avez envie d'acheter un lave-vaisselle, et ça, c'est pas très grave, mais connaître vos orientations politiques, et là, c'est beaucoup plus inquiétant, vos orientations sexuelles, vos traits psychologiques, et à partir de là, vous manipuler et vous faire de vous absolument ce que bon leur semble. Et là, on est rentré dans cet univers qui a été introduit à partir de 2016 par Cambridge Analytica, où on peut manipuler les gens à travers et en utilisant leurs données personnelles. Alors Fabrice, pour conclure, si on se transpose dans un pays un peu plus autoritaire qui est la Chine, la collecte de données est perçue comme une garantie de sécurité pour les citoyens. Donc ça voudrait dire qu'en Europe, on n'a pas la même perception culturelle de cette appréhension des données ? Il y a un énorme cultural gap entre l'Europe, la Chine et les États-Unis et entre les différents pays européens. L'Europe n'est pas très uniforme d'un point de vue culturel et on a tendance à s'imaginer qu'on est un copier-coller de la culture américaine, ce qui n'est absolument pas le cas. Notamment en matière de données personnelles, les Européens et les Français en particulier ont tendance à considérer que les données personnelles sont personnelles, leur appartiennent. Les Américains ont tendance à considérer que c'est comme l'or, si vous ramassez de l'or dans une rivière, il est à vous. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Et puis les Chinois n'ont pas vraiment d'arbitrage à faire entre sécurité et liberté, vu qu'il n'y a pas vraiment de liberté. Donc du coup, autant profiter de la sécurité. Et effectivement, ils ont tendance à considérer que plus on collecte de données personnelles, plus on a de sécurité. Et c'est facile du point de vue chinois parce qu'il n'y a pas vraiment de contrepartie en termes de liberté à sacrifier. Elles ont déjà disparu depuis belle lurette. Elles n'ont, pour ainsi dire, jamais existé. En France et en Europe, on est vraiment dans cet arbitrage et on est en train de perdre énormément de terrain sur le terrain des libertés. Fabrice Eppelboin, merci beaucoup. Philippe Latombe également, merci. On vous laisse revenir à votre actualité très chargée. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, on se retrouve sur les réseaux sociaux, mais soyez vigilants quand vous cliquez avec tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.